Salut les gens, aujourd'hui review du chapitre 59 de Dragon Ball Super. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à regarder dans la description. Vous y trouverez les liens pour lire mon fan manga Dragon Ball Wards et Dragon Ball Super Yamoshi, ainsi que bien d'autres. Mais vous pouvez surtout trouver mon manga Symphony of Angel disponible sur le site The Book Edition. Et si vous voulez vous faire une idée sur mon manga, les premiers chapitres sont disponibles eux aussi sur Manga Draft. Je vous remercie, maintenant reprenons. Donc oui, le chapitre 59, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Nous voyons dans un premier temps Shimoreka étonné de voir ses compagnons capturés par la patrouille galactique, sous le regard incompris de Seven Three, le Pokémon de Moro. De leur côté, Piccolo et Gohan semblent ravis de voir que Sangoku peut utiliser l'Ultra Instinct à sa guise. À ce sujet-là, la case de Piccolo aura suscité un petit débat à savoir est-ce que l'Ultra Instinct est une transformation ou une technique. Bien que selon les trades il a été affirmé du coup que c'est une transformation, pour moi ça resterait une technique comme le Kaioken. Et de son côté, Moro semble lui aussi surpris de voir que Goku est capable d'utiliser l'Ultra Instinct sur commande. Bah tout simplement, l'utiliser tout court en fait. Et le combat s'engagera avec une série de coups de poing fantômes de la part de Goku. Technique que nous avons déjà vue dans Dragon Ball, lors de l'affrontement Goku contre Shishi. Et là ça m'a paru bizarre parce que Gohan et Piccolo semblent surpris de ne pas comprendre la technique, et Jaco est obligé de leur fournir des explications. Mais comme je l'ai dit, cette technique a déjà été utilisée par le passé, donc j'ai pas trop compris. Et Moro m'a bien fait rire car il qualifie cette attaque de fourbe alors qu'il est lui-même le roi de la fourberie avec toutes ces techniques plus farfelues les unes que les autres. Le combat se poursuit, démontrant l'incroyable vitesse et précision de Goku dans cet état d'ultra instinct, malgré le fait que Moro dispose de quelques petits atouts pour freiner cet élan frénétique de la part de Goku. De son côté, Vegeta se rendra compte que Moro et Goku sont en train de se battre, et c'est tout, on n'en verra pas plus. Le combat continue et Moro décidera d'utiliser quelques strats à la Kefla, à savoir balancer des éclairs depuis son aura. Cette idée ne me déplaît pas, mais cette scène fera énormément référence au combat Goku contre Kefla là, dans le tournoi du pouvoir en animé. Point quand même intéressant, Goku aura anticipé l'image rémanente de Moro et donc balancera le Kamehameha à revers pour viser l'endroit précis où Moro réapparaîtra. Kamehameha qui me fera déjà énormément penser à celui que Teotaro avait dessiné contre Hit dans le tome 2 de Dragon Ball Super. Et là, encore un point qui m'a un peu surpris. Ok, je veux bien que Moro ne s'attendait pas à ce que Goku lui envoie un Kamehameha là où est-ce qu'il n'était pas, mais techniquement le mec est capable d'absorber l'énergie. Mais bon, nous y reviendrons un peu plus tard. Le combat se poursuit avec des techniques de Moro et de Goku, toujours les canons à pression d'air, tout ça, et Moro décidera quand même d'utiliser cette technique d'absorption d'énergie. Et parce que ta gueule c'est magique, Moro n'arrivera pas à absorber l'énergie de Goku car l'excuse trouvée est autre que il va trop vite. De souvenir, Moro ne devait pas se focus sur une cible pour absorber l'énergie. Il pouvait absorber l'énergie ambiante comme il a fait sur la planète Namek. Quand il absorbait l'énergie ambiante, Goku et Vegeta régressaient en transformation. Donc je vois pas en quoi il devait se focus sur une cible en particulier. Et de ce fait, Goku continuera son assaut sur Moro. Mais quelque chose semble clocher dans cette histoire. Whis demande à Merus si Goku est capable d'utiliser la forme maîtrisée de l'Ultra Instinct. Chose à quoi Merus répondra que non, Goku ne sait utiliser que les prémices, et que c'est pour ça qu'il tente d'en finir au plus vite. Moro, décelant cette faiblesse, décide donc de passer aux choses sérieuses, et claque enfin son full power. Lâchant une information au sujet de sa capacité d'absorption, il ne bouffe de l'énergie que quand il a faim, et désire se nourrir de Goku une fois l'avoir battu. Eh bien, de mon côté, je n'ai pas réellement apprécié cette explication, car Moro a absorbé l'énergie de Vegeta et Goku de manière fourbe sur la planète Namek. Enfin bref, Moro reprendra son fight contre Goku, le chopera, et là j'ai pas réellement compris s'il lui a fait une Dragon Thunder à la Lee Shenron, ou s'il lui a absorbé d'un coup une partie d'énergie, forçant Goku à retourner en forme normale. Ce sera au tour de Goku d'expliquer quelques trucs au sujet de son nouveau pouvoir. Il peut réellement réactiver l'Ultra Instinct sur commande quand il veut. Donc ouais, dans l'ensemble ce chapitre est bon. On a de la bonne fight Goku contre Moro, mais pour moi il y a toujours un gros souci, que je cite à chaque vidéo, Dragon Ball Super et les échelles de puissance, une grande histoire. Car là on nous présente un fight entre deux personnages qui ont le niveau divin. Moro affirme qu'il surpasse les dieux, et quand il dit ça je pense pas qu'il parle des Kaioshin mais bien des Akaishin, hein. Sinon ça ferait pas de sens. Et on a un Goku qui est au-delà de ce qu'il a été depuis son combat contre Beerus en Super Saiyan God. Petit rappel, en Super Saiyan God, Goku et Beerus ont failli faire péter l'univers. Puis après, il y a eu des batailles de Super Saiyan Blue contre Super Saiyan Rosé, mais là, pas de soucis.
Et là on nous montre un Goku Ultra Instinct pas maîtrisé certes, contre un Moro level Akaishin, et il se passe rien. Je suis d'accord que là on nous présente l'Ultra Instinct comme une forme qui donne un gros boost de vitesse et pas forcément de puissance de frappe. Là-dessus je veux bien. Et aux dernières nouvelles, Freezer sur Namek il a fait péter une planète. Là hormis faire voler du sable, il se passe pas grand chose. L'éclair de Moro a juste tapé le sol, point. Ça aurait eu largement plus d'impact si l'éclair aurait frappé le sol et là, il y aurait eu un gouffre qui se serait créé, emportant Gohan et Piccolo par exemple, pour montrer que ouais, Moro c'est une menace quand même, faut en finir au plus vite. Non, là j'ai l'impression de voir une petite baston certes très bien chorégraphiée et très bien dessinée, mais voilà, ça vole pas plus haut que ça. J'en demande peut-être trop, mais de souvenirs, quand Champa et Beerus se battaient dans le manga, ça faisait péter des planètes. Donc faudrait qu'un jour Dragon Ball Super assume son niveau divin qu'il a instauré au tout début du manga. Ensuite, parlant de vitesse, discuter avec l'ami youtubeur Fumigène H, je vous mets la conversation à l'écran, et on se demandait ouais ce sera quoi l'excuse pour que Moro n'arrive pas à absorber l'énergie de Goku. Et juste comme ça pour le lol j'avais dit, imagine l'excuse c'est juste, il va trop vite. Et bingo, j'ai eu bon. Donc ouais cette fois j'espère me tromper pour Vegeta, sinon ce serait nul. Enfin, donc ouais, cette histoire de vitesse, je trouve ça totalement absurde, car Moro absorbait l'énergie ambiante, qu'importe la vitesse des champs, donc je pense qu'il aurait pu faire de même pour Goku. Donc ouais, pour moi l'excuse de la vitesse, c'est assez bidon. Autre point qui suscite mon attention, comme depuis environ 3 mois maintenant, à quoi Vegeta va servir dans tout ce bordel? Car pour vous faire simple, pour moi le développement du combat Goku-Moro, ça se résumera à ça. Goku va réussir à tanker le combat contre Moro avec son Ultra Instinct pas maîtrisé, et viendra à manquer d'énergie d'une manière ou d'une autre. Et là, bim, Vegeta il va revenir sur Terre, et ce avec le membre de la patrouille galactique là qu'il a pris pour otage, et utilisera sa technique qu'il aura appris sur Yardrat pour aider Goku. Technique qui se résumerait soit à un bouclier, soit une astuce pour sceller la magie de Moro. En faisant cela, Moro se retrouverait sans magie, et Goku et Vegeta s'uniraient en duo pour affronter Moro. Ce qui ferait écho à ce que Whis disait que si Vegeta et Goku s'unissaient, ils pourraient vaincre n'importe qui, et ce sans parler de fusion. Et avec un peu de chance, Vegeta contrôlera tellement bien son ki qu'il pourra en redonner, je vais pas dire à foison, mais bien comme il faut à Goku, pour le requinquer et le relancer dans la bataille. Un peu comme ce que j'ai fait dans le chapitre 17 de Dragon Ball Warz avec Bardock qui redirige l'énergie vers Goku, Vegeta et Broly. Et maintenant parlons du dernier cas de ce chapitre, le fameux Seigneur Beerus. Déjà, on sait enfin ce qu'il fait, il pêche. C'est pas ouf. Soit le mec il a une confiance mais aveugle envers Goku, soit il a un plan de secours. Je ne sais pas si Beerus est lui aussi en confinement, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il a envie de mettre les pieds sur terre. Le pauvre il s'est fait mettre au chômage partiel par Moro, le gars il lui a piqué son taf, il défonce des planètes, pendant ce temps-là, Beerus, il en branle pas une. Il pourrait nous faire un gag mais genre monstrueux avec ça, mais personnellement je trouve que ce serait complètement débile. C'est qu'en fin d'arc, une fois que Goku et Vegeta auront battu Moro et donc le rapatrié à la patrouille galactique, Beerus débarque dans la prison de Moro et le détruit pour remplir son quota de destruction. Il y a aussi un autre point qui me chiffonne, le fait que la Z-Team ne fasse pas grand chose alors que Seven Three a été rapatrié dans le vaisseau de Moro. Et le fait que Gohan dit à Goku qu'ils peuvent tout détruire, façon de parler, parce qu'ils ont les Dragon Ball. Si la Terre elle pète, y a plus de Dragon Ball. Ce serait C16 qui serait déçu. Surtout venant de la part de Gohan. Dans les autres points intéressants, nous avons pu voir quelques nouvelles techniques de Moro, à savoir les éclairs en mode Kefla. Et j'espère que maintenant qu'il a claqué son full power, nous allons revoir des techniques comme il a pu utiliser sur la planète Namek. Et ce, en beaucoup plus puissant. Je ne suis pas un grand fan de la puissance abusive, certes, mais dans ce contexte-là et tel qu'il nous l'a été expliqué, ça vaudrait le coup. Autre point pas ouf que j'ai pu noter, la case où Moro arrête le Kamehameha de Goku ressemble très fortement à celle de Freezer, qui arrête le Kamehameha de Goku sur Namek. Je remercie l'ami Fumigène H encore une fois qui a réussi à trouver cette case avant que je tourne ma review. Du coup ça fait que on nique les pouvoirs de Moro au détriment d'une case, juste pour faire une case iconique. Et je vais dire un truc qui va m'attiser les foudres des fans de DBS. Bien que Super Dragon Ball Hero ne soit pas ultra bien dessiné dans le manga papier, lui au moins il a le mérite de faire plein de cases originales. Et du coup je trouve ça vraiment triste de devoir sacrifier certaines scènes pour faire écho à d'autres. J'ai peut-être cité beaucoup de défauts à ce chapitre, mais en soi j'ai bien apprécié. Pour un point très précis, les chorégraphies de combat de Toyotaro. Certains diront que son découpage est ultra lent, etc. Chose qui est malheureusement vraie sur pas mal de chapitres. Mais ici ça nous donne l'occasion de voir que chaque action influence sur une autre.
Et ça, c'est un point que je trouve quand même très cool. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.